45 ans, je suis père de 7 enfants, et à l'âge de 10 ans, contre toute attente, en tout cas pour mes parents, j'ai décidé d'être médecin. Aucun médecin dans la famille, mon père aurait aimé que je sois ingénieur comme lui, mais malheureusement je l'ai beaucoup déçu momentanément. Il a révisé sa position par la suite, et donc c'était une idée fixe, c'était ça et rien d'autre. Alors pourquoi médecin? Alors là, probablement, quand on parle de vocation, ça ne s'explique pas forcément d'une façon tangible. Les motivations se sont étayées par la suite. Le désir de sauver les gens, d'aider les gens était probablement sous-jacent. Par ailleurs, c'est un métier de contact, donc c'est très gratifiant parce que contrairement à ce qu'on peut voir, c'est donnant-donnant. Moi, les patients m'apportent beaucoup et je me régale, ce qui me faut quelquefois des retards de consultation considérables parce que c'est pas toujours que du médical dont nous parlons. C'est venu probablement par l'attrait au départ de la chirurgie cervicale. La chirurgie cervicale est quelque chose de très précis, de très noble, dans le sens que dans un coup, il passe énormément d'éléments très importants. Et je pense qu'au départ, la cancérologie est venue tout d'abord pour des raisons purement de performance entre guillemets chirurgicale, et après, et très rapidement, de contact entre les patients, et notamment en ORL, les patients sont des patients un petit peu déstructurés, très souvent parce que ce sont des gens qui ont une intempérance alcoolo-tabagique, donc ils sont des gens souvent un petit peu en marge de la société, en tout cas de leur famille, qui se sont fait botter en touche pour des raisons de transformation de caractère, ce sont des gens que vous transformez à partir du moment où vous les opérez. Quand ils arrêtent de picoler, ils sont vraiment différents, ils sont comme ils étaient avant de se mettre à boire. Alors ça concerne une grande partie de la cancérologie, pas toute la cancérologie, mais en ORL, la cancérologie est à 80% liée à une intempérance à alcool-tabac, ce qui concerne toutes les pathologies du larynx. Pour les autres cancers, c'est différent, les cancers de thyroïde, comme ceux que l'on voit beaucoup malheureusement depuis l'apparition depuis que le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à l'aplomb du Rhin. Là c'est un petit peu différent, mais là encore, c'est un rapport entre des patients qui sont en extrême dépendance, qui sont en extrême faiblesse et qui sont dans le désespoir de mourir et de ne pas vouloir mourir, et cette relation avec le médecin qui est pour moi la relation primordiale, qui s'est étayée d'année en année. Et qui là encore est très chronophage, mais bon. Alors d'abord, quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer à un patient, on doit d'emblée se mettre dans la peau du patient. Comment aimerait-on que l'on nous annonce cette mauvaise nouvelle? Certainement pas comme un ancien ministre de la Santé que je ne nommerai pas, paix à son âme, qui disait aux patients « Ouh là là, allez voir votre notaire, dans un mois vous n'êtes plus là ». Ça, c'est la dernière chose à faire. Si on est à la place du patient, comment aimerait-on que ce soit annoncé? Eh bien, je pense qu'il faut l'annoncer avec déjà tout de suite une lueur d'espoir, car le diagnostic qui laisse les gens dans une impasse est quelque chose d'épouvantable. Ajouté à la douleur physique, une douleur morale est insupportable. Donc ça demande du temps. Très souvent, du reste, j'ai une façon de faire qui consiste à passer de l'autre côté du bureau pour éviter cette barrière entre le patient et le bureau, pour me mettre à côté, sachant que le patient va certainement avoir un grand coup de blues, va probablement se mettre à pleurer, à dire mais pourquoi moi, comme beaucoup le disent. Et le fait de passer de l'autre côté casse cette barrière et permet d'avoir un rapport presque physique avec le patient, dans le sens que on n'hésite pas à ce moment-là, lui prendre la main, lui dire que bon, écoutez, c'est peut-être une mauvaise nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, mais c'est, comme disait un illustre politique, on a perdu une bataille mais on n'a pas perdu la guerre. Et ça c'est très important de le dire, parce que les gens d'emblée
après cette phase de désespoir qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes, voire plus, change, le visage change. C'est étonnant. On leur a annoncé la mauvaise nouvelle et puis tout d'un coup on leur dit qu'il y a la possibilité de faire quelque chose qui va les tirer de là très probablement. Et vous, intérieurement, que ressentez-vous? Ah bah à chaque fois c'est difficile parce que là encore, comme je dis, quand vous mettez à la place des gens, c'est quelque chose de dur parfois, parce que qu'est-ce qui se passerait si on me disait ça un jour? Donc on ressent quelque chose d'épouvantable et en même temps on ne doit pas le montrer. Donc il faut cacher ses sentiments tout en étant très proche du patient, avec beaucoup de compassion, comme n'importe quel médecin devrait avoir avec ses patients. Alors non seulement j'y crois, mais je dois déjà ouvrir une parenthèse, à savoir le côté obscur, enfin l'obscurantisme plutôt des médecins vis-à-vis de ces médecines-là, parce qu'on est tellement formaté pendant nos études de médecine pour avoir l'idée, pour se conforter dans l'idée que seule l'allopathie résout tous les problèmes. J'ai des prises de bec monstrueuses, et quand je dis monstrueuses, c'est presque à en prendre physiquement avec les gens, avec les confrères. Moi, j'ai des altercations violentes, notamment dans un aéroport où je parlais de l'ostéopathie, où un de mes anciens chefs de clinique m'a carrément dit que c'était du charlatanisme. Comment se fait-il que toi, le chirurgien cartésien, tu puisses croire à cette bêtise? Et une vieille dame qui était dans l'aéroport est venue me serrer la main en disant: écoutez docteur, moi je vous serre la main mais pas lui, parce que moi ça fait 25 ans que je suis soigné en ostéopathie. Il y a plein de médecines alternatives. C'est une erreur de penser que nous sommes les seuls à détenir la science infuse dans la médecine allopathique. C'est faux. L'ostéopathie, l'homéopathie, la mésothérapie, toutes ces médecines, la psychologie, toutes ces méthodes, enfin toutes ces médecines ont une place, qui est une place complémentaire, extrêmement importante. Et je suis absolument désolé de voir qu'en France, on est très en retard par rapport à cette problématique, alors que d'autres pays sont très en avance. L'hypnose aussi, dont je ne vais pas parler, mais il m'est arrivé d'opérer sous hypnose, ce qui évite de faire de l'anesthésie. Il y a des gens qui sont phobiques de ne pas maîtriser leur corps pendant qu'on les opère. Et ça marche très bien et sans aucune douleur. C'est sûr que quand on a le bistouri la première fois, on hésite à le planter dans la chair parce qu'on dit voilà, mais ça va être horrible. On commet même des erreurs du type madame, est-ce que vous avez mal en cours d'intervention, ou monsieur, est-ce que vous avez mal, alors que l'anesthésiste qui pratique l'hypnose qui est derrière vous fusille du regard, il ne faut surtout pas pouvoir donner cette idée que ça puisse être douloureux. Non, c'est très très important et l'ostéopathie, même en cancérologie, je me rappelle avoir eu une jeune femme que j'avais opérée d'un cancer de la parotide, qui avait une peau cartonnée à la suite de la radiothérapie. J'avais tout essayé, des massages, des crèmes, la kinésithérapie, rien n'avait marché. Et en une séance d'ostéopathie, le côté blindé de la peau s'était complètement amendé. Et à l'époque, on était ouvert auprès de l'ostéopathe en disant mais comment c'est-il, c'est pas, je ne comprends pas et c'est pas possible. Et lui m'avait dit mais si, c'est possible parce que de toute façon on détend les tissus, on détend les adhérences, c'est tout à fait logique. Enfin, il avait une explication cartésienne alors qu'on avait l'impression, vu de l'extérieur, que c'était complètement fumeux et objectivement elle avait une peau qui s'était complètement assouplie. C'est absolument génial. Donc il faut être humble en médecine. Je crois que le fond du problème est là. On a l'humilité. L'humilité, oui. On ne détient pas la science infuse et ça ne marche pas toujours et il faut l'admettre. Donc il faut pas être pétri de certitude, c'est une erreur. Et plus on avance en âge, enfin, en tout cas pour moi, c'est un discours que j'aurais peut-être pas eu avant concernant ces médecines parallèles. Là encore, à cause du formatage de nos études qui sont très très dogmatiques, je pense que plus on avance en âge, plus on doit avoir l'intelligence de s'ouvrir à des médecines qui sont des médecines qui ont fait leurs preuves.
qui sont l'ostéopathie. Ça correspond à 5 années d'études, voire 6 années. Donc c'est pas du charlatanisme, ça a sa place dans notre pharmacopée, dans notre technique de prise en charge des patients. L'ostéopathie rentre à l'hôpital aujourd'hui, c'est plutôt. Aujourd'hui, on parle plus d'hypnose, de magnétisme, de. Ah oui, par exemple, le magnétisme, il m'arrive de travailler avec des rebouteux. J'ai déjà travaillé avec des rebouteux, alors ça, il faut surtout pas le dire. Ça, c'est les douleurs post-zona, les magnétiseurs, ça marche très très bien. Alors les conseils, bon, déjà de ne pas se désespérer, moi je dis toujours, je donne un exemple en parlant des Américains. Les Américains, quand on leur annonce qu'ils ont un cancer, au lieu de se lamenter comme les Français ou comme les Latins, ils disent bon bah docteur, ok, vous venez de me dire que j'ai un cancer, ok, bon bah parlons vite, parlons bien, dites-moi quand est-ce que vous pouvez l'opérer, quand est-ce que vous pouvez le traiter. C'est une action. Oui, et je pense que c'est éducationnel. Et la deuxième phrase que je dis à mes patients, c'est que en France, les maladies cardiovasculaires tuent bien plus que les cancers. Et ça permet de recentrer les choses. Et c'est très intéressant parce que bon, les gens qui viennent abasourdis par cette mauvaise nouvelle, à partir du moment où on relativise les effets de cette maladie, ça leur redonne de l'espoir. C'est toute une série de petites phrases, mais qui sont très rapidement, qui permettent d'échafauder la pyramide, qui permet aux gens de croire et de savoir qu'ils peuvent guérir. Ça, en tout cas, ce qu'il ne faut jamais dire, c'est qu'il n'y a aucun espoir, que c'est fichu, qu'il n'y a rien à faire. Ça, c'est, même si le cancer est une forme très évoluée, de jamais sortir cette phrase. Jamais. Jamais. Et est-ce que vous êtes partisan de tout dire ? Le stade, les statistiques. Alors, j'ai beaucoup évolué. Il y a 35 ans, quand je me suis installé, j'avais tendance à sortir des phrases du genre « vous avez des cellules qui sont en train de déraper ». Et puis c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, la réaction des gens, c'est oui, bon, docteur, ok, mais bon, donc c'est pas un cancer. Et même après, quand j'ai été beaucoup plus précis dans ma terminologie, dans ma phraseologie, les gens, quand vous leur dites qu'ils ont des cellules cancéreuses, les gens ne veulent pas l'entendre forcément. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez rebondir sur ça. Après leur avoir annoncé, ce que je fais maintenant, évidemment d'une façon très douce, j'abonde dans leur sens, puisqu'ils ne veulent pas l'entendre, ce mot-là, donc on va à ce moment-là rebondir sur des périphrases et on va construire le discours sur ce déni qu'ils veulent entendre de la maladie, tout en l'ayant annoncé. Et ce sont des techniques qui correspondent à ce que les gens veulent entendre. Donc je pense qu'il faut respecter l'étape psychologique du patient. Absolument, oui, si, chacun a une perception différente. Donc mais je suis beaucoup plus franc qu'avant. Par contre, je ne vais jamais dire que le stade est très avancé. Même, je veux dire que le cas est sérieux dans ça. Je le dis, je l'annonce. Jamais je vais donner un diagnostic. Oui, non, si j'entends sérieux chez un médecin, ça veut dire. Oui. Mais bon, entre sérieux et c'est foutu, comme disait cet ancien ministre de la Santé, bon, il y a un monde qu'il ne faut pas franchir. C'est inacceptable de dire ça. Alors déjà, dire surtout de ne pas en parler à tout le monde. Alors, en parler aux proches de la famille, oui, mais ne pas en parler à des gens qui négativent la situation. Je m'explique. Si vous avez dans votre entourage ou des amis, des gens avec qui vous annoncez que vous avez un cancer, qui disent « Oh là là, mon pauvre, t'as un cancer, ben non, oh là là, qu'est-ce que c'est dramatique ». Alors là, sur ces gens-là, il faut les fuir. C'est pas acceptable. Donc s'entourer de gens positifs. De gens positifs, bien sûr, parce que la psychologie, on le sait très bien, c'est une partie du traitement, c'est pas la partie qui est suffisante peut-être, mais qui est en tout cas extrêmement essentielle pour le patient, pour le moral du patient et pour l'évolutivité de la maladie. C'est clair que si vous avez le moral dans les chaussettes, c'est déjà la partie est perdue d'avance. Donc, fuir les gens négatifs, pardon. Ça, c'est un conseil que je donne, mais pour tous les... Bon, de toute façon, dans la vie, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, c'est pas toujours le faire. Non, c'est pas toujours le faire, mais en vieillissant, c'est fait.